Nous allons répondre ici à un certain nombre de questions que pose la transformation numérique. Comment le numérique modifie le quotidien de nos territoires? Comment de nouvelles solidarités s'organisent grâce au numérique? Comment les nouvelles technologies offrent des opportunités aux entreprises? Pour en parler, nous avons 3 invités. Simon Chignard, chargé de cours à Sciences Po Paris et auteur de Datanomics et Open Data. Merci de nous rejoindre. Laurent Chrétien, directeur général de Laval Virtual. Et Jérôme Tré-Hardy, président du pool La Fraîche Tech de Saint-Malo. Et pour animer cette table ronde, j'invite Fabien Cazenave, journaliste à Ouest France, et David Blanchard, rédacteur en chef à 20 minutes, notre partenaire. Merci Caroline. Écoutez, nous sommes très heureux de pouvoir avoir cette table ronde sur comment le numérique transforme le quotidien dans les territoires. Comme je rappelle juste que, comme vous le voyez, vous pouvez poser vos questions par SMS pour pouvoir réagir à ce que disent les intervenants. Il y aura également des questions qui seront prises dans la salle tout à l'heure. Alors, je vais me permettre de commencer tout de suite. On parle de numérique, comment est-ce que ça va transformer les territoires, mais on a envie de Monsieur Simon Chignard, de me dire, enfin, est-ce que vous avez des exemples sur comment est-ce que le numérique transforme déjà les territoires? Est-ce que vous avez des... Normalement, le micro est déjà branché, donc vous pouvez y aller. Est-ce que ça transforme déjà le territoire? Est-ce qu'il y a déjà des actions qui n'auraient pas pu avoir lieu sans justement cet environnement numérique, ou en tous les cas, peut-être que ça a été amplifié? On vous écoute. Merci. Je crois qu'il n'était pas allumé. Ah, voilà, ça y est. Voilà. Bonjour. Je pense pour répondre à votre question sur la question de la transformation des territoires par le numérique, il faut peut-être commencer par d'abord régler un malentendu qui est assez lointain sur ces questions du numérique. C'est que, bon, j'imagine que chacun d'entre vous a déjà ses idées personnelles, ses expériences personnelles sur le numérique, mais en tout cas, ces expériences personnelles sont aussi beaucoup fondées sur les imaginaires qu'on peut avoir autour du numérique. Et l'un des messages principaux du numérique pendant très longtemps, c'était que le numérique, c'est ce qui permet d'aller plus loin, c'est le loin, c'est l'ailleurs, c'est le réel versus le virtuel et autres. Vous savez, pendant très longtemps, on nous a parlé de télémédecine, téléservice, téléenseignement, enfin, c'était toujours ailleurs. Donc poser la question du numérique et du territoire, c'est pas poser la question de l'ailleurs, mais c'est poser la question du ici. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est évident aujourd'hui que le numérique, il transforme les territoires. Juste quelques exemples. Par exemple, si je reprends encore cette opposition réelle-virtuelle, l'an dernier en France, on a vu un certain nombre de gens se rassembler autour de ronds-points pour s'opposer ou faire reconnaître un certain nombre de revendications. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel que des gens qui se rassemblent autour d'un rond-point? Et vous savez qu'en fait, la mobilisation des Gilets jaunes doit en grande partie à la disponibilité du réseau social Facebook et à la possibilité des gens de se rencontrer. Ça, c'est juste un premier exemple. J'en donne deux autres. Peut-être autour de cette idée, alors que je reprends à Jacques-François Marchandise de la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui disait le numérique outil, il est contraire, c'est-à-dire que c'est à la fois du loin et c'est à la fois du proche. Alors, pour vous donner un deuxième exemple, donc celui que j'ai promis, peut-être vous connaissez cette application qui s'appelle Spotify, qui permet d'écouter de la musique. Alors, on appelle ça en streaming. Donc, en gros, vous payez un abonnement de quelques euros par mois et après, vous pouvez accéder à autant de morceaux que vous voulez. Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus mondialisé que Spotify? Quand on dit Spotify, on pense Beyoncé, on pense tout un tas d'artistes. Vous savez combien il y a de bagadous sur Spotify? Plus d'une 60aine. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus local qu'un bagadou, hein, qu'un bagade, pardon. Et on voit bien là que ce qu'on imaginait être une plateforme de diffusion massive de culture, alors vous entendez déjà d'ici, de culture monolithe et tout à fait anglophone, permet aussi de diffuser une culture très locale. Et puis enfin, le dernier exemple que je voulais vous citer, qui est sur du très 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 local, c'est une expérience personnelle. Il s'avère qu'au pied de mon immeuble, moi j'habite à Rennes, et dans le cadre du budget participatif de la ville de Rennes, on gère avec d'autres familles un poulailler partagé. Vous allez dire, gérer un poulailler, on est vraiment dans du quotidien et dans du territoire. Et ben, en fait, pour gérer ce poulailler partagé entre les différentes familles, et ben, il y a un calendrier partagé en ligne, et puis il y a une application, il y a un fil sur WhatsApp qui permet aux uns et aux autres de se coordonner. Donc vous voyez, le numérique, cet exemple est extrêmement trivial.
Mais le numérique, ce n'est pas simplement le loin, le virtuel, c'est aussi le poulailler, le rond-point, le bagadou, donc quand même des choses qui sont très ici et maintenant. Alors Jérôme Tréhardy, vous êtes président du pool. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est le pool? Et ensuite, vous avez un exemple, je crois, à Saint-Malo, puisque vous êtes également dans la French Tech Rennes Saint-Malo, qui montre que Saint-Malo arrive à générer des entreprises tech qui fonctionnent. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour rapidement déjà présenter le pool, ce que c'est, nous on est une association qui a comme but sur le territoire de favoriser l'émergence de l'innovation. Et donc quand je parle de favoriser cette émergence-là, c'est à travers d'aider les entreprises à se créer, se développer, croître et rayonner au-delà du territoire. On a 2 grands piliers d'action pour mener cette mission, qui sont d'une part l'accompagnement des entreprises à plusieurs étapes de leur croissance. On pense souvent dans les startups aux entreprises en amorçage au début, mais ces entreprises-là ont également des besoins à différents stades de leur croissance. Et donc, on essaie de les accompagner justement à tous ces moments-là. Et également, on a un deuxième pilier qui est d'être le creuset de rencontre des différents acteurs de l'écosystème d'Ille-et-Vilaine. Et donc, on va essayer de faire en sorte que ces différents acteurs se rencontrent. Donc, je parle des grandes entreprises, des petites entreprises, du monde de l'enseignement supérieur et à la recherche, mais également des élus. Le monde politique est aussi important dans le développement économique. On opère 2 labels, le label dont on vient de parler, French Tech Rennes Saint-Malo, mais également les 7 technopoles de Bretagne. Et notre but derrière tout ça, c'est bien évidemment de favoriser l'émergence peut-être demain de ce qu'on appelle les futures licornes, donc les futures startups valorisées à 1 milliard d'euros. Ça, c'est une chose. Mais nous, on est aussi focus sur une vraie réalité, c'est-à-dire créer de l'emploi sur le territoire et créer une réalité économique au travers de ces entreprises, parce que souvent, elles peuvent être décriées comme n'ayant pas de modèle économique tout de suite. Alors effectivement, quand on parle de quel impact, donc moi, c'est plutôt l'aspect économique qui m'intéresse, de par mes fonctions au sein du pool. Et effectivement, je voulais partager avec vous l'exemple d'une entreprise à Saint-Malo qui est Familéo. Et je voulais partager avec vous ça pour expliquer que maintenant, le numérique va permettre à des entreprises de se développer ailleurs que dans les grands bassins, ce qu'on pouvait voir dans l'entreprise traditionnelle, où c'était très lié le développement était très lié à des bassins spécialisés dans tel ou tel type d'industrie traditionnelle. Et donc, grâce au numérique, on peut un peu entreprendre partout. Et donc, Familéo fait quoi? C'est un réseau en fait social familial qui permet de pouvoir partager des photos dans une famille et de produire 1 à 2 fois par mois une gazette qui est envoyée aux grands-parents. Donc, c'est assez intéressant puisque là, on voit le monde physique et numérique qui se rejoint. Et en fait, c'est intéressant derrière ça parce que déjà, je trouve qu'à travers cet exemple-là, qui est en plus dans le thème de ces 2 jours du vivre ensemble assez intéressant. Mais au-delà de ça, on voit bien que c'est cette entreprise et les 2 créateurs ont créé ça à Saint-Malo parce que une capacité de pouvoir équilibrer une vie personnelle et professionnelle dans un cadre qui est tout autre que ce qu'on peut voir dans des grandes métropoles. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers, tout en étant à Saint-Malo, ils sont déjà en train de rayonner dans l'Europe et même de s'attaquer au marché américain. Il me semble qu'ils vont lever des fonds de manière importante, c'est ça? Oui, ils ont levé, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on parle de plusieurs millions d'euros, effectivement, et parce qu'ils répondent à un vrai enjeu de société. Merci beaucoup. Laurent Chrétien, donc vous êtes directeur général de Laval Virtual. Je me permets juste d'expliquer ce que c'est. C'est en gros, vous êtes un organisateur d'événements dédiés aux technologies liées à la réalité virtuelle. C'est le plus gros au monde. Il y a plus de 20 000 personnes qui viennent en Mayenne lors de cet événement. Est-ce que vous pourriez nous dire justement comment est-ce que le numérique transforme le quotidien dans les territoires? C'est aussi la vie professionnelle. Est-ce que ça va avoir un impact dans les prochaines années, justement avec des nouveaux métiers, peut-être des nouvelles mobilités? Comment est-ce que ça pourrait avoir un impact sur notre quotidien? Alors, je pense qu'il faut revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que la réalité ne s'oppose pas à la virtualité ou la virtualité ne s'oppose pas à la réalité. Le digital et les technologies numériques, on voit à quelle vitesse d'ailleurs on est capable
en tant qu'humain, de les absorber. Je suis à peu près certain que vous avez tous un smartphone dans votre poche, que l'enlever à nos enfants, ados est quelque chose d'extrêmement compliqué. Voilà, ils se sont appropriés. Et en fait, il faut concevoir ces technologies comme d'abord des infrastructures qui ont permis au territoire de se développer. Au départ, on peut parler, je ne sais pas moi, des autoroutes, des ports, des aéroports, etc. Et puis aujourd'hui, bien on parle de quoi? On parle de fibre optique. Le département de la Mayenne est le premier département en France à déployer la fibre partout, jusqu'à la moindre maison en ruralité, et ça sera fait d'ici 2021. Donc c'est 149 millions d'euros d'investis sur le dispositif. Pourquoi? Parce que ces technologies sont structurantes, au même titre que la 5G dans quelques mois et années, pour certains pays c'est déjà en cours, sont structurantes. Et si on veut être compétitif et si on veut avoir la chance d'avoir les métiers les plus performants demain, puisque pour répondre à votre question, on parle de 60% des métiers qui dans 10 ans n'existent pas encore. 60% des métiers que nous exercerons ou que nos enfants et petits-enfants exerceront n'existent pas encore. Et tout ça parce que les technologies évoluent extrêmement vite. On le voit, nous, tous les ans à Laval sur les technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée, mais qui se croisent aujourd'hui avec intelligence artificielle, avec robotique, avec blockchain, etc. Et tout ça va générer tout un tas de nouveaux métiers. Alors, vous nous présentez les choses sous un beau soleil, mais ce matin, lors des échanges que nous avons eus avec le public, on a eu une question SMS. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par SMS ou sur Twitter, comme vous le voyez ici. On a eu une question par SMS qui disait vous nous dites que le numérique, ou en tous les cas, qu'il va y avoir plein de choses du point de vue technologique qui vont s'améliorer et qui vont nous permettre, par exemple, de travailler à distance. Voilà. Mais concrètement, chez moi, je n'ai pas la 3G. Et il y a quelques semaines, dans notre édition des Côtes d'Armor, dans Ouest France, on a vu que pour certaines personnes, il y a des zones blanches, elles ne peuvent pas appeler de leur mairie leurs concitoyens, elles sont obligées de sortir de la mairie pour pouvoir avoir du réseau. Donc, en fait, on a envie de vous poser comme question, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir en fonction des territoires qui investissent, vous avez parlé de la Mayenne, en fonction des investissements des politiques publiques, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des territoires numériques à 2 vitesses? Et est-ce que c'est un cliché, Monsieur Chignard? Alors je rappelle que Monsieur Chignard a écrit un livre qui est en vente ici. Donc vous pouvez en sortant vous fournir à la librairie. Donc ça s'appelle Open Data et vous pouvez vous le fournir ainsi que plein d'autres livres très intéressants. Monsieur Chignard. Merci pour la séquence. Des territoires à 2 vitesses, des territoires à des multiples vitesses, sans aucun doute, parce que je pense que le numérique il a des effets assez différents selon les territoires. Il y a forcément la question, et c'est pour ça que je rebondis aussi sur le propos que vous venez d'avoir, sur la question des infrastructures. C'est une réalité, c'est-à-dire que de la même manière que peut-être encore aujourd'hui on peut demander le raccordement sur une 4 voies et dire il faut un échangeur supplémentaire parce que ça va désenclaver telle partie du territoire ou autre chose comme ça. Avoir une connectivité de bon débit, ça fait partie d'une infrastructure. Or, ça coûte relativement cher. Relativement cher, après, il faut comparer par rapport au coût des autres infrastructures physiques. 1 kilomètre de ligne à grande vitesse, ça coûte 16 millions d'euros. Et là, dont on a parlé là, ça fait 9 km à peu près. Donc, vous voyez, bon, alors après, des LGV, on n'en fera plus. Donc, c'est pas un très bon exemple. Mais, donc, pour revenir à mon propos, il y a forcément la question des infrastructures, mais il y a, puisque vous avez abordé la notion de fracture numérique, peut-être même sans citer le terme, il y a un deuxième niveau de la fracture numérique. Et ça ne suffit pas d'avoir un accès à Internet, il faut être capable aussi de savoir s'en servir et de savoir naviguer, faire tout ce qu'on veut en ligne. Et là, les dernières enquêtes nous montrent qu'on a à peu près 1 Français sur 6 qui relèvent de, alors ce terme est horrible et très dur à prononcer, alors je vais essayer de m'y lancer, l'illectronisme, c'est-à-dire des illettrés du numérique en fait. Voilà, des gens qui ont des difficultés à s'approprier ces outils. Et ça nous amène sur une des dernières questions qui est qui va les former ces gens-là? Et là, il faut bien voir qu'il y a des enjeux aussi économiques assez importants. Le territoire de Rennes a été le premier à accueillir un atelier Google. C'est en centre-ville. C'est la première fois
je crois d'ailleurs même en Europe et même au-delà, que Google investit un espace physique, qui est un espace de médiation, de formation. Alors forcément, un gros opérateur économique comme ça va plutôt vous former à ses produits qu'à d'autres produits, voire à des produits libres ou ouverts. Donc vous voyez la question des territoires à deux vitesses. Non, c'est des territoires à beaucoup plus de vitesse que ça, pas que sur les infrastructures, mais aussi sur les usages et aussi sur la médiation et aussi sur la question de qui va former les gens, qui va accompagner les gens. Alors si je rebondis sur ces territoires à plusieurs vitesses, et pour prendre un peu de hauteur, les Allemands citent volontiers la France en exemple, disant que l'Allemagne est très en retard sur la fibre, le développement de la fibre, retard que nous, on n'a pas du tout. Est-ce que vous pourriez un peu développer sur ce point de vue-là aussi, expliquer que le French bashing est assez fréquent et que ça se sait pas assez qu'en matière de start-up et aussi de technologies comme la fibre, la France est plutôt en avance. Laurent Chrétien ou vous? Bon, alors, je ne suis pas un spécialiste de la fibre, mais pour le coup, je voyage un petit peu. Et je pense qu'on est effectivement en avance sur certains côtés, notamment déploiement de la fibre. On est en retard sur le déploiement de la 5G dont on parlait tout à l'heure. Et l'Allemagne a déjà fait un certain nombre d'expériences qui sont plutôt constructives. Alors Rennes va le faire. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez dire, parce que peut-être que dans la salle, il y a des gens qui ne savent pas la différence entre 3G, 4G, 5G. En gros, c'est la 5G, c'est la capacité, enfin, l'accès aux data, aux données, même si vous n'avez pas de Wi-Fi, qui vous permet de télécharger beaucoup plus de données d'un coup. Donc, par exemple, télécharger un film sur une chaîne ou un replay pendant votre voyage dans le train en rentrant chez vous, par exemple, en quelques secondes. Par exemple, ou en réalité augmentée, de pouvoir, dans un stade de foot, avec son smartphone, accéder à de l'information en temps réel sur les joueurs qui sont en train de jouer, son rythme cardiaque, le nombre de kilomètres qu'il a fait, les buts qu'il a marqués dans les précédentes éditions, etc. etc. Ça, c'est des expériences qui ont déjà été faites en Allemagne dans certains stades. Donc oui, en fait... Pour revenir sur la question de départ sur est-ce qu'il risque d'y avoir des fractures numériques, je dirais que oui, potentiellement. Il peut y en avoir, hein, évidemment. Un territoire mieux doté en infrastructure que l'autre va forcément générer une attractivité plus forte que l'autre. Le fait que certains départements en France, dont la Mayenne, sont presque au plein emploi, c'est aussi lié à cette dynamique d'innovation, cette dynamique d'infrastructure qu'on a développée depuis longtemps. Et du coup, c'est pas grave. Je veux dire, ça fait des mouvements comme on bougeait le long des fleuves ou le long des routes nouvelles. J'allais dire, ainsi va la vie. Pour autant, si on se met là pour le coup à une échelle de compétition internationale, au Japon par exemple, l'État investit aujourd'hui massivement dans ce qu'ils appellent la société 5.0. Et la société 5.0, c'est la fusion de notre univers réel et des univers virtuels qui sont en train d'être créés et qui mélangent à la fois de la réalité virtuelle, du modèle 3D temps réel, quoi, et des intelligences artificielles. Voilà, donc oui, ça représente un risque, mais en même temps, les territoires qui font le choix d'investir se protègent largement. Alors on sait pour l'industrie qu'il est parfois difficile de recruter des cadres, notamment quand on est dans une ville moyenne où les jeunes n'ont pas forcément envie d'aller. En quoi est-ce que le numérique peut permettre de changer ça, de réduire ces fractures-là, Jérôme Tréhardy ? Alors effectivement, la question des talents est une question qui est centrale justement sur les territoires. Je voudrais juste revenir justement sur le propos qu'on vient d'avoir et je continuerai sur la partie de l'emploi, juste pour dire que effectivement cette crainte d'avoir des territoires à deux vitesses est réelle. Je serais tenté de dire que Rome ne s'est pas faite en un jour et que les choses se construisent petit à petit. Effectivement, il y a des tropismes qui se créent et on le voit bien sur le territoire. On parle de Rennes-Saint-Malo, mais le territoire, c'est pas uniquement Rennes-Saint-Malo, mais il faut bien commencer par quelque part pour qu'il y ait un effet de ruissellement sans vouloir faire aucun clin d'œil. En tout état de cause, je pense que là-dedans, le rôle des politiques est extrêmement important. Les élus ont un rôle à jouer dans l'impact que peut avoir le numérique et comment il va pouvoir justement réduire cette fracture, ce sentiment de territoire à deux vitesses. Et donc, je pense que on voit bien, notamment sur le territoire d'Ille-et-Vilaine, que
que les élus ont là-dessus changé leur regard et ont été beaucoup plus impliqués pour justement favoriser ce développement-là. Voilà, je voulais juste faire ce petit aparté. Et donc pour revenir sur les talents c'est un vrai sujet, il y a une vraie tension, et donc là je parle sur ce qui me concerne, la partie plutôt économique des entreprises du numérique sur le territoire. Il y avait une vraie tension d'aller essayer d'être capable de pouvoir trouver des talents, et justement d'être sur un territoire à taille plus humaine, avec des vrais atouts aussi pour développer sa vie personnelle. Moi je viens personnellement de Paris, je suis entrepreneur à côté, et je n'aurais pas pu entreprendre tel que je l'ai fait si je l'avais fait à Paris, parce que le territoire est suffisamment grand pour donner des opportunités, mais suffisamment à taille humaine pour créer un réseau rapidement et se développer. Quand vous parlez territoire, vous parlez de Rennes spécifiquement ou de toute la zone Rennes-Saint-Malo? Rennes-Saint-Malo, tout le territoire du 35, et voilà. Donc il y a une vraie tension actuellement, une vraie opportunité justement de donner une dynamique et d'attirer ces talents-là. C'est compliqué parce qu'il y a une vraie compétition qui se crée par rapport aux différents territoires, mais même au niveau international. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie volonté au niveau de l'État de favoriser justement la venue de talents pour nourrir ces croissances qu'on a sur le territoire. Et juste pour vous donner un peu un chiffre, juste un, que je donnerai aujourd'hui, c'est en 10 ans, le numérique a créé près de 10 000 emplois rien que sur la métropole de Rennes. Donc on voit bien que 10 000 emplois créés, ensuite il y a des conjoints, des familles, tout un tissu économique qui se crée. Donc c'est un enjeu, en fait le numérique, le développement économique des entreprises autour du numérique est un enjeu qui va au-delà simplement de ces entreprises-là, puisque c'est tout un tissu économique qui se développe grâce à l'arrivée de ces entreprises. Laurent Chrétien, vous êtes peut-être confronté au même problème à Laval? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un problème, au contraire, je crois qu'on a plutôt les mêmes opportunités et les mêmes conclusions. Je voudrais juste revenir sur finalement ce que vous avez dit tous les deux, en parlant de talent et en parlant d'éducation. Je pense que l'un des meilleurs moyens de ne pas vivre de fracture numérique, c'est l'éducation. L'éducation aussi bien de nos jeunes que l'éducation ou la formation des personnes qui sont dans des situations, comment vous avez dit, d'électronisme. Voilà. Et ça, c'est très important. Merci, merci à vous. Avant de passer au concours des startups, on va inviter le public à prendre la parole s'il y a des questions. Il y a des hôtesses qui ont des micros, si on peut rallumer la salle, qui vont vous passer les... Et avant d'entendre cette question, une question qu'on a reçue par SMS. Est-il utile de parler des conséquences climatiques ? Je veux bien commencer sur le sujet. Merci. Puisque la réalité virtuelle notamment, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que dépensent finalement en énergie ces technologies, hein, parce que je ne suis pas suffisamment expert sur le sujet. Je sais que c'est le cas, ça dépense de l'énergie évidemment. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la réalité virtuelle, par exemple, aujourd'hui déjà permet de tenir des réunions à distance, où vous pouvez être 2, 3, 4, 5, chacun dans votre masque de réalité virtuelle dans votre bureau ou chez vous, et vous pouvez vous retrouver dans une salle de réunion virtuelle, et vous allez pouvoir échanger avec un vrai sentiment de présence. Évidemment, vous ne pouvez pas toucher encore les personnes qui sont avec vous, mais vous pouvez échanger des documents, vous pouvez parler ensemble autour d'une maquette, et ça permet, en tout cas c'est un des espoirs assez importants, de réduire le nombre de déplacements sur la planète. C'est un premier sujet. Deuxième sujet sur les aspects climatiques, l'usage de ces technologies pour éviter d'aller visiter des sites touristiques où il y a trop de monde qui vient, et donc du coup de protéger ces sites d'une survisite touristique. Merci. Une question là, je crois. Si on peut ouvrir le micro. Voilà. Pour ce qui est de l'énergie, bon, la centrale dont parlent souvent les médias n'est pas à arrêter, puisqu'en fait elle peut durer plus longtemps, contrairement à ce que disaient les médias. Et le problème de cette centrale est surtout qu'elle fournit de l'énergie à l'Allemagne. C'est surtout ça le problème. Et la Belgique a arrêté la 5G parce qu'ils n'ont pas accepté le recyclage des déchets nucléaires, hein, voilà, ce qu'ils pouvaient faire. Nous, on a le nucléaire, donc il n'y a pas de problème avec la 5G. La 5G, c'est juste de l'électronique 128, sachant que maintenant OVH est certainement en train d'acquérir une meilleure électronique, notamment aussi avec la SNCF et Sony. Et voilà, donc... En fait, vous nous dites qu'il y a une pression des opérateurs, des créateurs de 5G pour utiliser tel type d'énergie, c'est ça ?
Excusez-moi, parce qu'en fait, je n'ai pas compris votre question. Moi, je sais pas. Moi, j'apporte des réponses, pas des questions. Donc, là, par exemple, pour l'installation de la fibre optique, effectivement, 147 millions en Mayenne, c'est trop. Les techniciens le disent. Donc, moi, il n'y a pas besoin d'aller voir un dirigeant, si vous voulez. Et bon, LGV, c'est compatible avec les RER-trains, donc faut le savoir. Hein. TGV, c'est compatible avec les RER-trains. Hein, donc, les banlieues, on peut les desservir avec les RER-trains. Moi, je pense qu'il y a une voiture, enfin, qu'il y a un car à air comprimé, qui a des moteurs à air comprimé qui sont construits à Caen, parce qu'au niveau concurrentiel par rapport à la route qui vient en direct en autoroute gratuite à Rennes, c'est intéressant. Pour avoir des réponses, il faut quand même des questions. Donc, est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous avez des questions là, devant vous, là? Sur nos écrans, vous voulez dire? Oui. Non. Mais on a des questions qui nous sont arrivées par SMS, peut-être? Alors oui, je répète, Alain Aspect dit qu'il faut des lignes directes de fibre optique entre les villes pour la sécurité quantique. Il le répète régulièrement, j'espère qu'il est écouté ici. Je pense qu'on peut on passe à la question SMS. C'est bien noté en tout cas, mais je ne suis pas spécialiste sur le sujet. Alors, une question qui est venue par SMS. Le numérique n'est pas que source de progrès, n'est-il pas aussi un danger pour le lien social et le bien vivre ensemble? Je me permets de répondre. Vous pouvez remettre la question, juste. Ça me permet, comme elle est longue. Elle arrive, voilà. Super. C'est tout à fait vrai. Il faut pas, je pense qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme sur la question du numérique. J'aime à rappeler une chose. Si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde le monde dans son intégralité, on voit bien qu'il y a deux grands pôles qui existent actuellement dans le monde. Il y a l'Amérique du Nord et puis l'Asie de l'autre côté. Et qu'on voit bien que d'un côté, le numérique est là pour asservir les peuples. On voit bien ce qui est en train d'arriver en Chine avec le passeport numérique, la vidéosurveillance partout. Enfin voilà, avec des vraies questions qui se posent derrière d'éthique. De l'autre côté, il y a les Américains, enfin l'Amérique du Nord, qui est plutôt sur une logique de libérale et que le numérique est là pour créer de la richesse. On le voit bien avec les GAFA, la manière dont ils utilisent les données, tout ça. Et donc après, c'est une vraie réflexion éthique qu'on doit avoir. Et donc nous, en Europe, moi, ma conviction, là, je le parle, c'est qu'on a des valeurs humanistes en Europe très fortes et que c'est peut-être là-dessus sur lequel il faut se baser pour pouvoir utiliser le numérique avec ses valeurs héritées des Lumières et de notre histoire, et de pouvoir, on parle souvent de tech for good et de choses comme ça, et donc derrière cette source de progrès est forcément intimement liée à des questions de valeurs, et je pense que pour le coup l'Europe a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Donc oui, c'est un vrai sujet, et donc voilà. Et j'adhère complètement à ce discours qui illustre aussi le fait qu'évidemment, il ne faut pas d'angélisme, il faut se dire que ces technologies, comme toutes les technologies, sont porteuses de dangers, et que ce sont nous, les humains, qui en ferons le bien ou le mal. Et pour que ce soit le plus possible le bien, l'éducation est tout à fait fondamentale. Je reviens sur la question de l'attachement de nos jeunes aux écrans, puisque c'est un vrai sujet. Peut-être que nous ne sommes pas nés, nous, avec ces outils. On n'a pas eu le temps d'avoir de réflexes, de références. Et du coup, je pense que nos enfants auront plus de réflexes que nous, et c'est par l'éducation qu'on arrivera à faire des choses chouettes avec toutes ces technologies, parce que il faut avoir confiance aussi. Si on crée ces technologies, c'est parce qu'on sait qu'elles peuvent être utiles. Voilà. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui. En tant que senior, moi je m'interroge beaucoup, parce que pour prendre un billet de train, très souvent il n'y a plus que Internet. Pour payer les impôts, c'est un peu pareil. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et quant à la télémédecine, franchement, je trouve ça déshumanisant, même si ça peut apporter des choses. Mais moi, c'est ma grande crainte. Et là, il y a une vraie fracture qui est en train de se créer. Et voilà. Je ne veux pas voir que la partie mal, hein. Mais je sais que mes petits-enfants, par exemple, m'éduquent beaucoup, ça c'est super. Mais il y a quand même
un vrai souci là-dessus. Et à contrario, dans les EHPAD, par exemple, je prends celui de Rochefort où est mon père, il n'y a pas d'accès Internet. C'est pas prévu. Donc, mettre ne serait-ce que de l'ADSL, ça coûterait des millions. Donc, effectivement, madame, vous avez raison, il y a un problème, il y a une difficulté pour certaines personnes parce qu'il n'y a plus de personnes physiques en face. Et ça, c'est la déshumanisation. Voilà. Et en plus, parler de nos valeurs humaines, attention. Et en plus, pour certaines personnes qui voudraient y avoir accès, elles ne peuvent pas parce qu'on ne leur donne pas les moyens. Donc, oui, je Familéo, c'est formidable. Hein, il y a plein de choses formidables. Je vous invite à lire l'un des rapports récents du Défenseur des droits qui parlait justement de la question de l'accès aux services publics en ligne et qui demandait officiellement à l'État de pouvoir toujours garder la possibilité pour les gens soit d'appeler quelqu'un au téléphone ou de remplir encore un formulaire papier. Ce n'est pas la voie privilégiée. Hein, dans la plupart des pays européens, on va au contraire vers une numérisation complète. Mais il y a en tout cas un certain nombre de voix qui s'élèvent pour essayer de dire qu'il faut pouvoir avoir un accès qui corresponde aux besoins de chacun, en tout cas, en fonction de ses compétences et de son accès. Une double réponse à votre réflexion, madame. Il n'y a pas longtemps, un ami à moi qui déménageait de Bordeaux aux États-Unis me dit « Bon, parce que je lui pose la question, et pour tes enfants, ça ne va pas être trop dur, ils étaient adolescents, ils vont quitter leurs copains et tout. » Il dit « Ah mais non, leurs copains sont tous en ligne. » Et du coup, il se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique avec ses mêmes amis. Alors, pour le coup, malgré tout, ça veut dire aussi qu'il y a moins de contact physique, de présence. Donc, il y a du bien là aussi et du mal. Après, quand je regarde le nombre d'amis que j'ai gardés de mon enfance, parce que mes parents déménageaient souvent, j'en ai finalement assez peu. Tous les 3-4 ans, vous n'avez pas le temps d'entretenir des liens réguliers. Aujourd'hui, mes propres enfants sont en contact avec tous les jeunes qu'ils ont croisés au cours de leur scolarité, grâce aux outils numériques. Donc bon, il y a du bien, il y a du mal, c'est à nous de bien le gérer. Merci à vous 3, merci à vous 5.